Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien donc, Manhunter qui est de 1986, le troisième long métrage de Michael Mann, qui avait commencé au départ par de la publicité, ensuite avait été enfin, pendant un bon bout de temps à la télévision où il avait créé des séries, entre autres Miami Vice, par exemple, dont peut-être fera plus tard un film bon, qui est passionnant d'ailleurs, comme tout ce qu'il a fait. Et il est arrivé donc à la mise en scène en 81 avec son premier film, Le Solitaire, et donc celui-ci est son troisième. Pour l'instant, ce n'est pas un cinéaste qui a fait énormément de films. Il en a fait 12, ce qui est quand même pas beaucoup en 10, 20, 30 ans déjà, 32 ans, 35. Oui, en effet, c'est pas énorme. Bien, ce film-ci, de toute façon, a eu un certain retentissement à l'époque, au moment de sa sortie. Le premier, d'ailleurs, aussi, Le Solitaire. Et de toute façon, Michael Mann est devenu un peu, même beaucoup, avec le temps, l'un des... Enfin, considéré comme l'un des plus grands cinéastes américains d'aujourd'hui, avec Coppola. Enfin, en tout cas, dans cette génération-là, avec Coppola et De Palma. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aviez déjà vu le film. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Ah donc, pas mal de gens l'avaient... Ceux qui l'avaient déjà vu? Wow, oui, c'est pas tellement énorme. Bon. Parce que c'est un film qui a une telle personnalité que certains d'entre vous, peut-être, n'ont pas apprécié et que d'autres... voilà, ça recommence. Voilà, bon. Ah, c'est le bouton. Voilà. Ouais. Merci. Bon. Et d'autres qui le voient enfin, pour la première fois ou plusieurs fois, bon, l'ont trouvé remarquable, mais pour moi, en tout cas, c'est du très, très, très grand cinéma. Ça ne se voit pas tous les jours. C'est, me semble-t-il, 10 fois plus fort que ne le seront jamais les Star Wars. Bon, on continue. Oui, quelqu'un veut parler? Oui, allez, voilà, monsieur là-bas qui voudrait... Ah. Et voilà. Deux questions. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce film? Et ensuite, bon, Michael Mann, il a fait ses preuves. Et donc, en fait, c'est un très, très grand cinéaste. Et au niveau budget, à combien peut s'évaluer ce genre de film? Parce que c'est assez monstrueux, quoi. C'est quoi, c'est assez monstrueux, le budget qu'il y a là-dedans. Non, c'est un budget américain. Et en même temps, bon, c'est très publiciste. Et parce qu'on dirait que par moment, on a des cartes postales, quoi. Dans la façon de filmer. C'est quoi, vous avez dit? C'est très... On a des cartes postales. Oui, mais avant, c'est très... C'est très publiciste. Très positif. Publiciste. Ah, publicitaire. Oui. Donc, j'ai l'impression que ça ne vous a pas réellement plu. Ah, si, mais moi j'adore Michael Mann. J'avais jamais vu celui-là. Mais je suis assez stupéfait de savoir le nombre de publicités qu'il y a dans ce film. Bah, c'est-à-dire que, bon, c'est quelqu'un qui, en fait, est intéressant parce que il a une génération, en fait, qui est après celle de Coppola et de Palma. C'est-à-dire que De Palma et de Coppola ont commencé en 67, 68, 70. Lui arrive en 81 en faisant des films, et là, c'est son troisième en 86.
en effet, il y a quand même 10-15 ans, et déjà Coppola et De Palma avaient profondément modifié enfin, la façon de mettre en scène d'Hollywood telle qu'elle se déroulait avant. Par exemple, là, vous avez avec l'autre ciné-club, vous avez une rétrospective de John Ford. Bon, la façon de filmer de John Ford, c'est le grand classicisme. Et évidemment, on n'est pas dans ce cinéma-là qui, d'un seul coup, connaît le cinéma classique et va quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus condensé, et évidemment connaissant toutes les possibilités, les techniques du cinéma. Et entre autres, les conditions du cinéma publicitaire, qui en effet doit donner immédiatement dans une image le maximum de force pour qu'elle retienne l'attention du public, donc de l'acheteur potentiel. Alors que justement la méthode de Michael Mann, c'est en plus une autre méthode qui est de travailler la rapidité du récit. C'est-à-dire que quand vous prenez un cinéma classique, je reste toujours à Hollywood, hein, je ne parle pas du cinéma dans les autres pays, mais dans le cinéma hollywoodien, vous avez une action, et une action, si vous prenez Ford par exemple, qui prend son temps, qui se déroule, et dans laquelle cette action, le spectateur doit pénétrer, doit projeter ses désirs, ses craintes, et bref, participer à l'évolution même de l'intrigue qu'on lui propose. Alors que ici, on vous met en situation d'aller à une telle vitesse, de couper, de supprimer tout ce qui est raccord d'une scène à une autre, d'une situation à une autre situation. Je vais repasser tout à l'heure un peu le début, vous allez voir à quel point Michael Mann vous coupe absolument tout ce qui, chez les autres, aurait impliqué qu'on fasse un passage d'une scène à une autre scène, d'un personnage à un autre personnage, alors que là, c'est une rapidité qui fait que, entre autres, le spectateur normal, qui voit le film pour la première fois, et le spectateur normal qui voit le film pour la 10e fois, ne comprend quasi pas ce qui se passe, tellement c'est multiple. Et en même temps, la capacité de Michael Mann de retenir votre attention et en fin de compte de faire en sorte que vous compreniez quand même le film sans très bien comprendre quelles sont toutes les méthodes pour retrouver le coupable. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, là, ce que va faire justement Michael Mann dans tout son cinéma, et en particulier quand il refait aussi Miami Vice, c'est-à-dire que dans la télévision, vous prenez la série, puisqu'elle est américaine et qu'elle passe souvent, la série Les Experts, bon, ou New York Police Judiciaire, des films comme ça. Là, dans les séries, on vous prend le temps d'expliquer comment on travaille dans les laboratoires pour découvrir dans le moindre cheveu, etc., toutes les méthodes ou la méthodologie de la police, et de la police en particulier scientifique, pour retrouver les coupables. Ici, c'est complètement balayé. Enfin, on ne vous fait pas voir simplement la possibilité qu'offre le cinéma, c'est d'impliquer que le spectateur sait déjà comment, en effet, on travaille l'intrigue de la police scientifique et on en fait un sujet, que ce soit de télévision, etc., ou de film, mais on dépasse cette idée-là pour rentrer dans quelque chose d'autre qui est le propre même du cinéma. Il y a juste une phrase à la fin du film qui dit, attendez, il y a le miroir, il y a l'image, il y a le miroir, l'image qui se termine, et je ne sais plus, enfin, il y a trois mots qui sont en fait ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire
le miroir, l'image, le premier, enfin l'intrigue si on veut, mais le cinéma, ce n'est que ça. Finalement, vous fonctionnez sur l'image. Non, c'est ça, le regard, le miroir et l'image. C'est le propre même du cinéma qui fonctionne là-dessus et qui fonctionne sur, non pas la connaissance extérieure, mais une sorte de projection mentale de ce que l'on désire et de ce que l'on veut finalement voir dans la projection cinématographique. Et si vous prenez le film, c'est exactement de ça dont il est question. Le personnage disons du policier, du FBI, qui au début ne veut pas rentrer de nouveau dans une enquête, va se laisser entraîner, non pas parce qu'il va se laisser entraîner, mais parce qu'au fond de lui-même, c'est une chose qui le travaille et qui est son propre regard sur sa femme, sur son enfant, sur sa famille, et l'abîme secret qu'il possède en lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, bon, c'est des choses fréquentes dans la dramaturgie classique, c'est-à-dire chercher l'autre et chercher dans l'autre ce que l'on est soi-même. Notre personnage du flic est, au fond, travaillé par le serial killer. C'est pas pour rien que dans le film, Michael Mann s'amuse à faire un face-à-face entre notre héros et Hannibal Lecter, qui est l'archétype du serial killer américain, puisqu'il y a déjà des films faits sur ce personnage. Et donc, d'un seul coup, et dans cette scène dans la prison ou dans la cellule, où c'est filmé de telle façon que champ contre champ, c'est exactement la même chose, où chacun est, et le jeu qui s'établit fait qu'on a une sorte de poursuite qui est celle justement du personnage central vers son propre abîme, ses propres failles, et donc son désir de découvrir à la fin qui il est vraiment. C'est tout le sens du film. Et la fin du film le montre bien. Alors évidemment avec des choses qui sont magnifiques et qui sont le rapport au monde, le rapport à la mer, au ciel. Comme toujours chez Michael Mann, vous utilisez des images de publicité, je dirais des images de grand cinéma. Il est par exemple aujourd'hui le cinéaste qui filme le mieux et de façon la plus magnifique les villes la nuit vues de haut. Là, vous avez, à la fin du film, vous avez un moment en hélicoptère où vous avez justement cette façon de filmer les villes réelles. Mais il a un art de mettre en évidence le noir, le bleu, les lumières, etc., qui lui est propre et qu'aucun autre cinéaste ne parvient à atteindre. En même temps, il est vrai que chaque plan est admirable, d'une perfection de composition, et le jeu des plans entre eux devient tout à fait intéressant. En même temps, dans le film, tout est constamment montré sur cette idée que l'on est en train de regarder justement une histoire faite sur le regard, le miroir et j'ai oublié la fin maintenant. Attends, miroir. Le quoi? L'image. L'image, c'est ça. Regard, miroir et image. On est dans le cinéma. Et par exemple, au tout début, quand il commence à percevoir qu'est-ce qui s'est passé et qui commence à percevoir qu'est-ce que ça peut être ce serial killer, vous avez pu remarquer le cadre est complètement coupé en deux
il est, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il est devant une télévision, et c'est en regardant une télévision, donc d'emblée, le jeu de regard, miroir, image, qu'il commence à comprendre. Et tout le film est fait sur ça, constamment, comment se fait son cinéma, et comment c'est le cinéma qui vous permet au fond de découvrir et de se découvrir soi-même. Il y a chez Michael Mann une conscience très, très intéressante sur le cinéma en tant que mode nouveau, mode de la modernité, puisque c'est quand même qu'un siècle, de découvrir le monde et la connaissance du monde. Il y a un rapport à la connaissance qui est, je pense, le sujet même de tout le cinéma de Michael Mann et qui est son sujet ici. En effet, c'est un film sur la connaissance. Bon, la connaissance d'un serial killer, avec évidemment, malgré tout, les obligations d'intrigue cinématographique pour attirer et retenir l'attention des spectateurs. Alors, il y a en même temps, comme toujours chez lui, dans tout son cinéma, alors là, une façon de restreindre l'action dramatique à une simple dualité, toujours entre deux personnages. Par exemple, la première scène, juste après le générique du début, c'est les deux personnages, les deux policiers, assis sur un tronc d'arbre devant la mer, mais assis non pas en champ contre champ face à face, comme ça devrait être normal, mais déjà complètement en position opposée. D'où le jeu, on va le voir tout à l'heure, le jeu de champ contre champ qui devient tout à fait intéressant parce que d'un seul coup, il y a rupture dans la façon de travailler la perspective. Et Michael Mann, dans tout son cinéma, travaille justement sur une dualité et le rapport entre deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors évidemment, on peut aller et atteindre les notions, celui du côté du bien, celui qui est du côté du mal. Et ici, par exemple, il y a le transfert, et cela est. Et au début, c'est le flic et l'autre qui refuse, qui a donné sa démission du FBI, et qui va reprendre parce que ça touche à sa famille, donc ça touche au fond à ses problèmes personnels. Et vous allez voir comment c'est mis en scène, c'est vraiment mis sur l'image. Vous n'avez pas à le comprendre tout de suite, mais cela vous est proposé tout de suite. On va le revoir. Et ensuite, de plus en plus, maintenant, le combat va se faire dans une dualité entre notre policier du FBI et son ennemi, c'est-à-dire le serial killer, qui est d'abord Lecter, enfin Hannibal, Lecter, et ensuite ce personnage qui est un double de Lecter et qu'il faut découvrir. Et ce personnage qu'il doit découvrir, c'est d'une certaine façon lui-même, son rapport aux femmes, son rapport à sa mère, son rapport à la famille, qui est exprimé et parfaitement mis en scène à la fin du film, lorsque notre criminel apparaît, et d'un seul coup, il devient le sujet de la fin du film, c'est-à-dire un personnage en quête d'affection, et qui n'a pas eu cette affection, et qui est donc complètement perturbé, et qui révèle, par la même occasion, ce qui peut être à travailler dans un personnage du policier, et même sûrement d'ailleurs. Et d'où la nécessité à la fin que ça revienne à la femme, à l'épouse et à l'enfant, et de nouveau la famille face à la mère, donc face à l'aventure humaine, enfin tout ce qu'on voudrait. Il y a toujours chez Michael Mann ce rapport entre cette notion du bien et du mal, sachant, et ça c'est très intéressant, vous trouvez ça aussi chez Coppola, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus la certitude du bien de l'Amérique classique,
celle que l'on a par exemple chez John Ford, justement. Chez John Ford, le bien l'emporte, le mal est puni. Alors que chez Michael Mann, même chez Coppola par exemple, quand vous voyez le parrain, ça devient toujours très complexe. Bien et mal, oui, ça voyage de l'un à l'autre. Et ici, moi, ce que je trouve très beau dans ce film, cette idée magnifique de la fin, c'est que d'un seul coup, le serial killer devient touchant, devient un personnage, au fond, qu'on aimerait presque aimer. Et puis il est très gentil, il est très, très doux. Bon, après, il fait une petite erreur, parce qu'il aperçoit l'aveugle sur laquelle, justement, il pourrait avoir une protection, alors que lui-même a été maltraité par la vie. Donc, à ce moment-là, son côté maléfique passe à un côté bénéfique, un côté bienveillant, mais évidemment, il y a une petite erreur de lecture. Elle se fait accompagner par quelqu'un, et lui, immédiatement, prend parti pour le pire, et donc il redevient un criminel. Bon, mais ce qui est très beau chez Michael Mann, c'est justement l'ambiguïté absolue, et il en fait sa dramaturgie, entre le bien et le mal. Ce n'est jamais si simple que ça à définir, et tout mal peut donner du bien, peut produire du bien, tout bien peut produire du mal. Ce qui devient évidemment intéressant dans une évolution de la société où, en effet, il paraîtrait que c'est pas complètement faux. Et là, par exemple, c'est intéressant sur l'idée de Dieu, etc. Enfin, c'est quand même, à la fin, cette invention finale de décor du criminel, où il y a le cosmos, enfin, une planète qui est plus ou moins lunaire, puisqu'il est attiré par la pleine lune, etc. Enfin, il y a tout un jeu comme ça d'imaginaire qui est, je dirais, l'élément moteur de l'action du film. On est dans de l'imaginaire par rapport au monde, par rapport à l'inquiétude face au monde, et surtout par rapport à l'inquiétude face à soi-même. Et c'est cela qui est travaillé. D'où le fait qu'il n'y a plus de nécessité d'être explicite sur l'intrigue elle-même. Qu'est-ce qui se passe, ça n'a plus aucune importance. Ce qui se passe, c'est intérieur. Ce qui est à l'extérieur, bon, si vous avez la même chose, si vous voyez des séries télévisées, dans la série télévisée, on vous explique, ah oui, on a trouvé un cheveu, je répète, on a trouvé un cheveu, ça passe au laboratoire, on observe le cheveu, on trouve les traces, tous les indices, etc. Bref, on vous fait l'explication. Là, on n'a pas besoin de ça. D'où on est entraîné par quelque chose dont on sent que c'est le sujet profond. Les abîmes que l'on a en soi, et comment on peut les dominer, ou comment on peut sombrer dedans. Et c'est le sujet du film. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu ça ou ressenti ça. Oui, attendez, voilà, Oui, la prison est très très blanche et même un peu aseptisée, enfin très aseptisée. Ça ne doit pas être par hasard, je pense. La prison est très très blanche. Oui, alors ça, bien sûr. Le bien et le mal sont en face, c'est-à-dire qu'ils sont, au fond, ils sont identiques. Bon, Hannibal Lecter étant codé comme le mal absolu du serial killer. L'autre, forcément, c'est le bien. Bon. Mais d'un seul coup, c'est face à face, et le blanc, et les barreaux qui les séparent de chaque côté. Ils sont à égalité, ils sont l'un et l'autre. Et le fait que le policier a besoin du criminel, et inversement, enfin cette espèce de jeu d'échange, bien sûr que vous avez ce rapport-là, qui est alors là parfaitement montré par la mise en scène. De toute façon,
Un film comme celui-ci, et c'est là où c'est du grand cinéma, ne se comprend que si l'on sait regarder la mise en scène. La façon dont c'est mis en scène vous dit à chaque fois quel est le sujet. Bon, écoutez, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole tout de suite, sinon on va peut-être repasser le début du film. Est-ce que quelqu'un... Oui, allez-y, j'en prie. Est-ce que vous l'avez rencontré personnellement, Michael Mann? Non, pas encore. Et pourquoi dans le cinéma américain, il est le seul à filmer aussi spécialement que ça? Un peu comme Terrence Malick le fait. Un peu comme Terrence Malick le fait. Enfin, il filme spécialement, façon spéciale. Vous savez, parce qu'à Hollywood aujourd'hui, ce n'est plus... Justement, on parle de John Ford. Le cinéma hollywoodien jusqu'en 1960 est un cinéma totalement industrialisé, avec des grandes compagnies. Tout à l'heure, la personne qui me demandait l'argent qu'a coûté le film, bon, il y avait une rotation, etc. Et à partir des années 60, mais ça touchait tout le cinéma du monde entier, le cinéma italien ou le cinéma japonais, on en parlait la fois dernière sur le Japon, ont disparu à cause de l'intrusion de la télévision. Et ces deux grands pays de cinéma se sont quasiment éteints en tant que producteurs de grands films. Le cinéma américain, lui, a continué avec lui. Il faut bien quand même noter qu'entre 60 et 70, il est quasiment en crise. Il y a la fin du grand cinéma classique et des grands cinéastes classiques, Ford, Walsh, Hawks et d'autres, vont disparaître, et il faut attendre 70 pour qu'un nouveau cinéma et de jeunes cinéastes arrivent. Mais dans ce contexte-là, il est évident que le cinéma d'aujourd'hui est un cinéma qui ne se fait plus avec les moyens d'avant. La production américaine, les grandes compagnies américaines qui dépendaient à la base de Wall Street, elles se débrouillent, mais Wall Street a autre chose à faire. Wall Street préfère s'intéresser, par exemple, si on reste dans l'image, préfère dans les moyens d'information, la télévision, la radio, que le cinéma. Bien sûr qu'il y a une production hollywoodienne, mais elle se fait de plus en plus à coup d'argent. Et les grands cinéastes américains d'aujourd'hui sont quasiment en difficulté. Coppola, parce qu'il a réussi à trouver son indépendance, peut se produire des films, mais il se produit des films grâce à ses vignobles. Donc il fait des films pas chers. De Palma est obligé d'aller tourner en Europe parce qu'il ne peut plus travailler à Hollywood. Michael Mann arrive encore à se faire produire, mais à se faire produire par les moyens du bord. Et il n'est pas cher pour l'Amérique. Un film comme celui-ci n'est pas vraiment cher. Qu'il y ait un soin d'artiste dans la façon de filmer, oui. Mais c'est pas... Justement, je parlais de Star Wars. Star Wars, en revanche, ça, c'est le grand truc financier. On sait que ça va rapporter des milliards, donc on met les moyens. Mais sinon, prenez, je sais pas, prenez Ferrara, qu'on a vu au début. Lui aussi a beaucoup de mal à tourner, et il tourne plus ou moins en Europe aussi. James Gray, pareil. Enfin, Cronenberg, il est canadien, il tourne au Canada, mais les grands cinéastes américains d'aujourd'hui, les vrais grands cinéastes, ont du mal à travailler. Parce que Hollywood n'a plus, en revanche, les moyens de produire du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant. Il produit les grosses machines. Donc c'est tout à fait différent. Et le cinéma américain est, non pas en danger, il ne faut pas exagérer,
Mais ce n'est pas facile d'être un cinéaste américain aujourd'hui. Alors que jadis, c'était le lieu où il fallait aller. Est-ce que je vous ai répondu? Comment? J'ai pas compris. Il a dit oui, merci. Ah bon, pardon. D'accord. Écoutez, on va peut-être passer le film. On va faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On va s'arrêter un peu par moment sur les images. Alors, on commence par le tout début, hein, c'est-à-dire les deux premiers plans du début. Bon, ça passe évidemment. D'ailleurs, vous voyez que De Laurentiis, c'est un producteur italien. Non, mais continuez, ça a vraiment d'importance. Qui est un peu à Hollywood à ce moment-là. Bon, on s'arrête si vous voulez sur cette image. On s'arrête? Oui. Ça, c'est typique du début du cinéma de Michael Mann. C'est une image floue sur 3 phares. Donc, on devine que c'est une voiture. On devine d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on devine d'ailleurs. Est-ce un avion? Est-ce une voiture? C'est difficile. Mais le solitaire, donc son premier film, commence comme ça. Commence sur l'idée de lumière. Des lumières qui sont... c'était absurde de dire ça. Des lumières qui sont en même temps des éléments d'obscurité et non pas d'éclairage. Et c'est très étrange, comme d'ailleurs en d'autres termes, ça commence par du trouble et non pas par de la netteté. Et on continue. Voilà. Petit mouvement de la caméra pour immédiatement passer. Top, on s'arrête. Top, on s'arrête. Voilà. Sur, d'un seul coup, toujours en trouble, toujours en flou, d'une certaine façon, on commence par la montée de l'escalier. Cette montée a quelque chose, par le fait que ce soit flou, a quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre de, ou en tous les cas, de l'ordre de l'impression. Qu'est-ce qui monte dans l'escalier au ce début de film? Normalement, ça peut être le serial killer dont on voit là, sa montée au moment où il va commettre le crime. Mais ça peut être aussi, puisque c'est dans le film lui-même, le moment où notre policier va dans cette maison où il y a eu le crime et il remonte cet escalier. Et il le fait par 2 fois, comme si au fond c'était sa propre aventure, c'est son propre escalier qu'il est en train de monter et non pas l'escalier de l'autre. C'est-à-dire que là, d'emblée, il y a une dualité entre qui monte l'escalier. Bon, on continue. Alors évidemment, cette montée d'escalier renvoie par rapport au spectateur dans le cinéma à ce moment inquiétant où on monte dans l'escalier comme ça de façon cachée. Donc il y a du crime dans l'air, il y a du danger dans l'air et on joue là-dessus. On propose au spectateur au tout début du film que ça va être un film justement sur le mystère et le sentiment du danger. On continue. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une lampe électrique qui éclaire. Voilà, pof. Et là, on a donc continuons. On arrive dans la chambre. On ne sait pas d'ailleurs où on est.
Et d'un seul coup, voilà, top. On s'arrête. Et là, tout en flou, une chambre avec un couple. Et dans cette chambre, la caméra a monté l'escalier. Elle est en train de regarder. Pour l'instant, on ne sait rien. Simplement, c'est un couple. Et tout ce qui va se passer, c'est la femme se réveille et regarde vers la caméra et c'est coupé. Donc, on nous propose l'histoire, on nous propose le crime et on nous propose de façon plus profonde le rapport dans un couple et le rapport à la femme dans le couple. Parce qu'en définitive, quel est le personnage au fond? Je ne dirais pas le plus important, c'est forcément le policier. Mais secrètement, le plus important, c'est quand même la femme. Et la femme, en tant qu'elle est prise au piège du désir, comment la désire-t-on et qu'est-ce qu'elle désire, elle, la crainte de la femme. Et c'est le sujet du film qui est mené jusqu'au bout du film. On continue. Vous voyez, en même temps, la caméra est portée, elle tremble un peu. Voilà, la femme se réveille. Et top, et elle regarde, top, arrête. Voilà, vite. Bon. On peut s'arrêter une seconde? Oui, bon, ce qui est intéressant, ce que cherche Michael Mann, c'est que cette femme, en effet, se réveille, etc., hésite, et à la fin, elle regarde la caméra. C'est-à-dire, en d'autres termes, d'emblée, c'est le regard vers la caméra qui importe. Nous regardons voilà. Encore un peu, on continue. Et là, top, voilà. Et là, elle va ouvrir les yeux et elle regarde la caméra, elle nous regarde. En d'autres termes, c'est ce jeu d'échange qui va être le sujet même du film. Que voulons-nous, enfin, que veut le masculin par rapport au féminin, que ressent le féminin par rapport à ce regard, disons, du masculin en tant que spectateur. Le spectateur, à ce moment-là, perd sa propre, son propre sexe, dans le sens où il est le spectateur qui regarde, donc à ce moment-là, qui est celui qui agit. On continue. C'est quand même, on continue, hein. C'est quand même un début de film assez culotté parce que on vous donne le secret du film, mais en même temps, ça a l'air tellement, ça a un côté amateur au point de vue filmage, ce côté un peu trouble comme ça, la caméra qui tremblote, etc. Et puis en même temps, on vous donne véritablement à vous de découvrir que c'est le sujet du film qui vous est proposé. Et c'est curieusement non pas sur le masculin, mais sur l'homme. Vous allez voir maintenant, on va passer donc le générique, qui est quand même pas trop long, heureusement. Dans Spenotti, on voit qu'ils ont pris un opérateur italien, avec De Laurentiis, c'est normal. Alors, le Dragon Rouge, c'est une nouvelle. Et c'est le scénario par Michael Mann et mise en scène, réalisation par Michael Mann. Donc il est complètement l'auteur du film. Voilà, donc maintenant on va commencer voilà, on passe sur le ciel, la beauté du ciel, le cosmos, l'univers, et on s'arrête. Et je trouve ce plan magnifique, enfin, je veux dire que cette espèce d'idée d'un arbre mort près de la mer, il est superbe. Et évidemment, l'idée d'un écran où les personnages sont
la moitié gauche est occupée par notre héros qui nous fait face, donc c'est lui que l'on doit voir, qui est d'emblée immédiatement désigné comme le héros du film, et l'autre qui nous tourne le dos sur le côté droit, et qui est en revanche celui qui est le moteur de la police qui va pouvoir faire entrer l'action. On continue. Non, alors après, allons-y. Allons-y, oui, pardon. Voilà. Bon, alors, ce dialogue parfaitement installé. Notez, on continue sur la projection. Notez que cette façon de commencer le dialogue, de telle façon que le spectateur accepte complètement la situation. Plof. Et maintenant, ce raccord très violent avec la moitié de l'écran, moitié gauche ou moitié droit, bloqué, et qui permet justement de mettre en évidence chacun des personnages, comme si d'emblée, il y avait maintenant une séparation entre eux. Ouverture sur le personnage de droite, de l'idée de la plage et de la mer. Vous voyez, on commence à apercevoir la plage. Vous allez voir pourquoi. On continue. Voilà. Donc, maintenant, la famille. En plus de voir ça, je comprendrai. Bon, la famille. Donc, la famille, les deux familles qui ont été tuées. Et à ce moment-là, top, vous allez continuer. On continue. Et qu'est-ce que vous voyez à droite arriver? L'épouse et le fils. C'est-à-dire, top, on s'arrête. C'est-à-dire, en d'autres termes, la position est telle que maintenant, le sentiment de notre héros, qui lui est caché pendant ce temps-là, sur le rapport à la famille, sa femme, son fils, c'est ce qui va le décider à accepter la mission. Mais en même temps, plus profondément, ça veut dire son rapport à sa propre famille et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à elle. Est-ce qu'il a réellement envie de la protéger ou est-ce qu'il n'est pas taraudé par des sentiments, des impressions, des pulsions beaucoup plus secrètes et qui risquerait de mettre en danger cette famille. On continue. Ça, c'est de la grande mise en scène. C'est très simple. Alors maintenant, de nouveau, toute la droite cachée, et maintenant lui qui regarde les photos. Donc, son sentiment a été donné avant qu'il visionne les photos. Donc, comme s'il connaissait déjà les photos. D'ailleurs, il les connaît en fait, mais aucune importance. Mais c'est cette idée-là. Et en effet, une famille heureuse, deux familles heureuses avec les enfants, etc. La femme très belle et tout le reste. Bon. Et la famille arrive. Voilà. Et là, lui, il aperçoit la famille. Donc, mentalement, il fait apparaître sa propre famille mentalement, directement, alors qu'avant, elle était présente mentalement. Maintenant, donc, arrive, ce sont la famille, la mère et l'enfant qui prennent la place, top, normal, ils disparaissent. Et raccord brutal, top. Maintenant, c'est le père et le fils sur l'idée de famille, protéger la famille, qui est celle des tortues. Donc, avec les œufs, pour les protéger des crabes, les protéger les protéger de la mer, je ne sais plus quoi, de la mer, enfin bon, quelle importance. Et ce rapport père-fils qui est un rapport normal et tout à fait heureux, ou apparemment heureux. On continue. Je vais aller un tout petit peu plus loin, mais alors, on continue, oui. Alors là encore, un mouvement d'appareil qui en principe n'est pas utile, mais qui entraîne et qui permet de voir justement la cage aux tortues et en même temps la maison qui est sur la mer qui est derrière,
avec la mère qui est tout là-haut. Et la mère M-E-R-E. C'est-à-dire là, le lieu de la famille. Voilà, l'enfant disparaît. Et regardez ce plan, tout à fait. On passe à la femme, à la mère, par rapport à la famille. Donc, et pof, immédiatement, elle est en conversation et on coupe. Vous voyez que c'est d'une audace folle, qu'il n'y a aucun raccord direct d'un seul coup. Le moment où on est passé sur elle précédemment et le moment où elle se retrouve avec l'autre policier face à la mer et au coucher de soleil. Voilà. Et maintenant, top, on s'arrête. Et on s'arrête. Et là, c'est de nouveau le couple inversé par rapport au tout premier que nous avons vu avec la femme qui se réveille dedans, avec le même bleuté, simplement vous n'avez plus le flou qui traitait le premier plan du lit et du couple. Maintenant, vous avez quand même la référence, enfin, vous devez ressentir en mémorisant la première scène, mais pour eux, tout a l'air de se passer bien. Quoique, justement, elle s'inquiète de cette espèce de côté obsessionnel, dit professionnel, et qui se cache justement sous le côté professionnel de son désir de découvrir l'autre, c'est-à-dire au fond, de certaine façon, lui-même. Et c'est ce moment-là où il y a, en effet, question de la femme, et en même temps, désir de cette femme de l'homme, et de l'homme de cette femme. Bon, on va s'arrêter là, parce que c'est pas la peine de tout côté. Attendez une seconde. Alors, on peut rétablir la lumière. Voilà. On arrête l'image. Bon. Vous voyez comment c'est fait, c'est d'une rapidité. Et en même temps, on vous entraîne vers des choses beaucoup plus secrètes qui n'apparaissent pas immédiatement sur l'écran. Vous avez ici que ce qui est vu, c'est juste la donnée qu'il faut avoir perçue. Et cette donnée qui est perçue vous propose ou vous propulse vers des choses beaucoup plus secrètes. Et les rapports. Ça, c'est ce qu'on appelle de la très grande mise en scène. C'est-à-dire l'art de la mise en scène, c'est de vous faire pénétrer dans l'inconscient, dans les secrets du monde, et non pas dans l'explication première du monde. L'explication première, bon, c'est intéressant. Et c'est le documentaire qui doit le faire. Mais même le documentaire, le grand documentaire, c'est celui qui aussi travaille le secret du monde. Et non pas la simple explication extériorisée du monde. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez encore une question à poser. Bon, j'espère en tout cas que le film vous a plu. Et puis si vous avez l'occasion, comme il est publié, bah, repassez-le vous en DVD, quoi, ou en Blu-ray, puisque la copie que nous venons de voir est en Blu-ray, ce qui évidemment nous donne une image beaucoup plus belle et des couleurs sont magnifiques. Bien, bah, écoutez, je crois qu'on va peut-être arrêter là. Merci beaucoup.